Aujourd'hui, sur instruction du président Trump, le Trésor des États-Unis a lancé l'opération Paria économique, une campagne sans précédent contre la République islamique d'Iran et ceux qui la soutiennent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jour J a marqué le début historique d'une campagne menée avec nos alliés pour cibler l'ennemi et le chasser de ses positions, y compris dans des pays tiers. Aujourd'hui, dans le même esprit, nous lançons une offensive économique contre les connexions financières de l'Iran à travers le monde. Notre objectif est de couper toutes les bouées de sauvetage économique qui soutiennent ce régime tyrannique, jusqu'à ce que Téhéran se retrouve seul. Le jour J n'était pas une menace d'invasion, et les États-Unis n'ont pas donné de calendrier à l'Allemagne. Alors, pourquoi ne pas imposer les sanctions dès aujourd'hui? Eh bien, nous donnons à chacun la possibilité de corriger un mauvais comportement. Pourquoi voudrais-je faire exploser le système financier mondial? Nous pensons qu'il est important de remettre les compteurs à zéro et d'accorder aux gens un délai pour se mettre en règle. Mais ils doivent savoir que cela ira très vite et que nous sommes sérieux. Les sanctions secondaires sont un outil très puissant. Voici mon point vidéo, en ce mardi après-midi, 25 août, depuis Limassol, à Chypre. Parlons de l'actualité. Il se passe des choses folles dans le monde aujourd'hui. Et comme prévu, hier, Scott Bessent a donné quelques détails sur son jour J économique contre l'Iran. Scott Bessent est désormais devenu l'homme de référence dans cette guerre contre l'Iran. C'est d'une certaine manière l'aveu que l'opération militaire a échoué. Et maintenant, c'est entre les mains du général Bessent. Et Bessent a donné une conférence de presse hier. Il a présenté la guerre économique, qui va désormais être menée contre l'Iran, sous le nom de code Opération Paria économique. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Ils adorent vraiment leur nom. Donc, Fureur épique est ensuite devenu le jour J. L'opération Marteau de minuit est devenue Fureur épique, qui est ensuite devenue le jour J. Et maintenant, c'est l'opération Paria économique. Désolé, Miss Jackson, je suis sérieux. Paria. Opération Paria. Miss Jackson. Enfin bref, Scott Bessent. Opération Paria économique. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Oui, il a dit, soit vous êtes avec les États-Unis, soit vous êtes avec l'Amérique, soit vous êtes avec l'Iran, parce que c'est l'opération Paria économique. Le but, c'est de faire de l'Iran un paria. Turning Iran into an outcast. Removing Iran from the world scene. Retirer l'Iran de la scène mondiale. Plus de commerce, plus d'importations, plus d'exportations. Rien. Isoler l'Iran complètement, à 100%. Comment Bessent a-t-il décrit? Il a parlé de zéro fuite. Ça sonne un peu dégoûtant. Zéro fuite. Burke. Oui, zéro fuite. Aucune faille, aucun contournement des sanctions existantes. Renforcer ces sanctions existantes et les rendre totalement hermétiques, à 100%, pour que l'Iran soit complètement isolé à 100%. Opération Paria économique. Bessent a aussi dit que les pays qui travaillent avec les États-Unis récolteront les bénéfices, les récompenses, en se rangeant du côté des États-Unis. Une seconde, laissez-moi retrouver sa citation exacte pour vous la lire. Ceux qui se tiennent aux côtés des États-Unis récolteront les fruits de notre partenariat. C'est ce qu'il a dit. Those who stand with the U.S. will reap the rewards of our partnership. That's what he said. Those who stand with the U.S. will reap the rewards of our. Ceux qui se rangent aux côtés des États-Unis récolteront les fruits de notre partenariat. Ouais. Allez dire ça à Kadhafi, en Libye. Il a décidé d'abandonner ses armes chimiques, et on sait ce qui lui est arrivé. Nous sommes venus. Nous avons vu. Qu'est-ce qu'a dit Clinton? Nous sommes venus. Nous avons vu. Il est mort. Ce n'est pas ce qu'a dit Hillary Clinton. Quelle différence ça fait-il? Allez dire ça à l'Allemagne. Nord Stream, pas vrai? La destruction des infrastructures énergétiques essentielles de l'Allemagne. Mais ça, c'était Gilligan et le professeur, et certainement pas l'Ukraine. Le Gobelin vert a tenu à le dire lors de l'événement sur l'Ukraine hier. Il a tenu à être clair au sujet de Nord Stream. Nous n'y sommes pour rien. Absolument pour rien.
Mais bon, Nothing to do with it. But anyway, friends with the United States, you will reap the rewards of... si vous êtes amis avec les États-Unis, vous récolterez les bénéfices de notre partenariat, a déclaré Besson. Puis, un journaliste lui a demandé quel effet cela aurait sur l'économie mondiale. Et bien sûr, il est question de la Chine. Le journaliste a donc posé la question sur la Chine. Car lorsque Besson parle de zéro fuite, de fermer les failles et de couper tout commerce avec l'Iran, il parle de sanctions secondaires contre les pays qui décideraient de commercer avec l'Iran. Et au bout du compte, il parle des BRICS, de la Russie, même si la Russie est déjà hors du système. Alors qu'est-ce que ça peut lui faire? Et bien sûr de la Chine. Parce que rien de tout cela ne fonctionne. Le plan du général Besson pour détruire l'Iran ne fonctionnera pas s'il n'obtient pas l'adhésion de la Chine. Même pas pour que la Chine se rallie à cette position, mais pour qu'elle ne s'implique pas, qu'elle reste simplement neutre. Si les États-Unis n'y parviennent pas, alors l'opération Economic Outcast ne fonctionnera pas. Le journaliste a donc interrogé Besson à ce sujet. Vous allez créer énormément de problèmes économiques, à un moment où nous en avons déjà énormément. Et bien sûr, vous vous apprêtez à entrer dans une guerre commerciale avec la Chine. Besson a répondu qu'il ne cherchait pas à faire exploser le système financier. Il a dit que les États-Unis sont patients, mais qu'ils ne vont laisser aucun pays contourner ces nouvelles restrictions sévères ou y échapper. Même la Chine ne pourra pas s'en tirer en faisant du commerce avec l'Iran. Il a tenu à le préciser. Et puis il a dit qu'il ne cherchait pas à faire exploser l'économie mondiale, le système financier mondial. Et quand il a dit ça, je me suis simplement dit, oui, il cherche à faire exploser le système financier mondial. Si Scott Besson dit qu'il ne cherche pas à faire exploser le système financier mondial, alors ce qu'il veut vraiment dire, c'est oui, je cherche à faire exploser le système financier mondial. Il va appuyer sur l'accélérateur et envoyer cette voiture dans le mur. Et Besson, élève de l'école économique de George Soros, croit probablement qu'en faisant tout s'effondrer et en provoquant un chaos maximal, les États-Unis survivront. Le dollar survivra lui aussi, et tous les autres s'effondreront. C'est probablement sur ça qu'il mise. Voilà donc Besson et sa grande conférence de presse, l'homme qui dirige maintenant la guerre contre l'Iran. Le secrétaire au Trésor des États-Unis dirige maintenant la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde de clones vivons-nous? Dans quel monde de clones dangereux vivons-nous? Qu'est-ce que le secrétaire au Trésor américain fait à se concentrer sur l'Iran et à diriger ce conflit avec l'Iran? Vous n'avez pas autre chose à faire, comme vous occuper de la dette de 40 000 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Non, je vais m'attaquer à l'Iran. C'est mon tour maintenant de vaincre l'Iran. Et un point sur l'Iran ne serait pas complet sans un message du président américain Donald J. Trump, qui a publié sur Truth Social « L'Iran s'effondre complètement », tout en majuscules. D'accord. Quand est-ce qu'on a déjà entendu ça? Je pense qu'on l'a déjà entendu. L'Iran s'effondre. Il est en lambeaux. En lambeaux. Trump n'est plus qu'à un pas de dire que l'économie iranienne utilise des puces de machines à laver et qu'elle est en lambeaux. Des puces de machines à laver dans des avions de chasse. Et c'est en lambeaux. Vous y êtes presque, président Trump. Vous avez presque viré à l'Ursula. Peter Schiff affirme que les sanctions économiques sans précédent de Trump contre l'Iran ne fonctionneront pas seulement pas, elles se retourneront contre lui. D'autres pays violeront les restrictions, et Trump ne pourra pas mettre à exécution ces sanctions de représailles. En plus, le dollar s'affaiblira, et les prix de l'alimentation et de l'énergie augmenteront.
Oui, nous avons enregistré une vidéo sur The Duran avec Alexander, et il est arrivé pratiquement à la même conclusion que Peter Schiff. Peter Schiff dit « Les pays contourneront les sanctions. Il y aura toujours des fuites. Il ne peut jamais y avoir zéro fuite. Il y aura toujours des fuites. Les pays s'adapteront. Ils contourneront ces nouvelles sanctions à zéro fuite. Les pays accéléreront leur éloignement du dollar américain. L'inflation continuera d'augmenter. Nous continuerons à avoir des difficultés pour l'alimentation et l'énergie. Rien de bon ne sortira de tout ça. Absolument rien. Nous avons également des informations selon lesquelles Trump appelle des pays pour les rallier à l'opération Paria économique. Et je suis sûr que les 40 ou 50 vassaux des États-Unis soutiendront sans réserve l'opération Paria économique. Mais qu'importe. Les pays importants, les BRICS, la Chine, eux, ne soutiendront pas l'opération Paria économique. Et cela nous mène à l'opération Ukraine, au projet Ukraine, à l'opération Mobiliser les femmes. C'est là où nous en sommes désormais avec le projet Ukraine. Keith Kellogg a été réactivé. Keith Kellogg est de retour. Et s'il est de retour, c'est pour accomplir deux choses. Il peut essayer de trouver des patriotes, faire pression sur la Maison-Blanche de Trump, travailler avec la Maison-Blanche de Trump ou avec le Pentagone, afin de faire pression sur des partenaires comme la Corée du Sud pour qu'ils cèdent leurs armes, plus précisément leurs missiles intercepteurs patriotes, pour le projet Ukraine. C'est la tâche numéro 1. Et la tâche numéro 2, c'est que Keith Kellogg pousse le récit de la conscription des femmes envoyées de force sur la ligne de front. Reznikov, l'ancien ministre de la Défense, a dit cela dans une interview il y a quelques jours. Le Telegraph britannique a publié un article là-dessus il y a quelques jours. En reprenant l'idée que c'est très émancipateur pour les femmes d'être envoyées sur la ligne de front et de combattre Poutine. Et maintenant, nous avons Keith Kellogg. Il y a beaucoup de musique ici, mais je pense que ça ira. Nous avons Keith Kellogg qui donne une interview et explique que oui, c'est la bonne chose à faire, d'envoyer des femmes sur la ligne de front. Et il a cité sa femme et sa fille comme exemple de deux femmes ayant servi dans l'armée. Je crois qu'il a dit que sa femme avait combattu à la Grenade et que sa fille avait combattu en Afghanistan, où il avait servi. Et c'est très bien. Tant mieux pour elle. C'était leur décision. Un homme adulte et une femme adulte, s'ils choisissent de servir dans l'armée ou d'aller combattre, c'est leur décision. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais ce que Keith Kellogg n'a pas dit, c'est que les femmes qui seront envoyées sur la ligne de front, tout comme on le voit pour les hommes, ils seront envoyés contre leur gré. Ce ne sera pas leur choix d'aller sur la ligne de front et de combattre. Elles seront poussées de force dans des fourgons et des camions, puis envoyées sur la ligne de front. Donc, Keith Kellogg pousse le discours de la conscription des femmes. C'est un aveu, sans aucun doute un aveu, que l'Ukraine n'a plus d'hommes. Et ils essayent de le masquer, le fait qu'ils n'ont plus d'hommes et qu'ils doivent maintenant envoyer les femmes. Ils essaient de le présenter comme une sorte d'émancipation des femmes. Voilà le niveau de manipulation et de mensonges qu'ils diffusent. Et ils ont remis Kellogg en selle pour aider à promouvoir ça. Kellogg a aussi déclaré dans cette interview, et je cite, « La Russie pense qu'elle est en train de gagner. Ce n'est pas le cas. C'est l'Ukraine qui gagne. » Alors, pourquoi Keith Kellogg dit-il ça? Pourquoi dit-il que la Russie pense qu'elle gagne? Elle pense gagner, mais ce n'est pas le cas. C'est l'Ukraine qui gagne, selon Keith Kellogg. L'Ukraine gagne tellement que je leur dis maintenant
de mobiliser les femmes. Voilà à quel point elle est en train de gagner. Je dis désormais mobiliser les femmes. Est-ce que c'est ça, gagner? On ne dirait pas. Mais selon Keith Kellogg, c'est ce qu'il nous dit. Maintenant, le raisonnement derrière cette déclaration de Keith Kellogg. La Russie pense qu'elle gagne. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine gagne. La logique de Keith Kellogg, c'est que si la Russie gagnait, elle aurait occupé davantage de territoire. Si la Russie gagnait, elle ne ferait pas venir des combattants nord-coréens. Et si la Russie gagnait, elle n'aurait pas eu besoin de déplacer ses bases logistiques plus à l'est. Donc, il n'y a aucun signe qu'il gagne. C'est une citation directe de Kellogg. C'est son raisonnement quand il dit que la Russie pense gagner, mais que ce n'est pas le cas. That's his rationale for Russia thinks it's winning, but it's not. So Russia is moving its Donc la Russie déplace sa logistique. D'après Kellogg, elle déplace sa logistique plus à l'est. Par logistique, il veut dire wildberries. Depuis quand un entrepôt de commerce en ligne est-il de la logistique militaire? Les entrepôts d'Amazon, ce sont des infrastructures logistiques militaires américaines? Monsieur Kellogg, je ne crois pas. Alors pourquoi wildberries serait-il de la logistique militaire russe? C'est un entrepôt de commerce en ligne. L'Ukraine s'en prend à des entrepôts russes de commerce en ligne. Vous étiez à Odessa et vous avez vu un blocus russe. Vous étiez à Odessa, vous avez rencontré Zelensky à Kiev. Et vous avez aussi constaté que l'Ukraine n'a plus de missiles de défense aérienne Patriot. Et vous dites que l'Ukraine gagne parce que Wildberries doit déplacer ses entrepôts plus à l'est ou au Kazakhstan, des entrepôts qui n'ont rien à voir avec la guerre elle-même. Ce type est général. Cet homme était le principal envoyé de Trump en Ukraine. Son principal envoyé. Incroyable. Ensuite, il parle de la Corée du Nord, parce que la Russie a la Corée du Nord qui combat à ses côtés. Ça veut forcément dire que la Russie est en train de perdre. D'accord. Donc, la Russie a un pays qui combat avec elle, la Corée du Nord. L'Ukraine a 40 pays qui combattent avec elle. Alors, qui gagne et qui perd? Un pays combat avec la Russie. 40 pays combattent avec l'Ukraine, y compris les États-Unis, l'armée la plus puissante de la planète, avec un budget militaire de 1500 milliards de dollars. Un budget militaire plus élevé que celui de tous les pays impliqués dans cette guerre réunis. Tous les pays de l'Occident collectif, la Russie, la Corée du Nord. Si vous additionnez tout leur budget militaire, ça n'arrive même pas près des 1500 milliards de dollars des États-Unis. Alors qui gagne? Qui est en train de gagner? La Russie avec la Corée du Nord, ou l'Ukraine avec plus de 40 pays de l'Occident collectif? Qui gagne et qui perd, selon votre logique, Keith Kellogg? La Russie perdrait parce qu'elle doit recevoir l'aide de la Corée du Nord. Eh bien, l'Ukraine reçoit l'aide de tout l'Occident collectif, avec un budget militaire américain de 1500 milliards de dollars. Et puis, il a parlé du territoire. Il a dit que la Russie ne gagne pas les territoires qu'elle devrait gagner à ce stade, ce qui est tout aussi absurde. Je n'arrive pas à croire que ce type ait été l'émissaire de Trump. Je n'arrive pas à croire que Trump écoutait ce type pour obtenir des conseils militaires. Keith Kellogg n'a jamais entendu parler d'une guerre d'attrition, j'imagine, puisqu'il parle de mobiliser les femmes. Et qu'est-ce que Kellogg dira quand la Russie prendra Kramatorsk ou Sloviansk? De toute façon, elles n'étaient pas importantes. C'est ce qu'il va dire. Ces villes n'étaient pas importantes, de toute façon. Et puis, qu'est-ce qu'il dira quand Odessa tombera? Qu'elle n'était pas importante, de toute façon. Donc voilà pour l'interview de Kellogg. C'est assez révélateur qu'il remette Keith Kellogg en avant. Ça montre vraiment où en est l'Occident collectif concernant le projet Ukraine. Et quelle occasion en or c'était pour la Maison-Blanche de Trump. Le projet Ukraine, c'était une putain d'occasion en or. La guerre de Biden.
Je suis le nouveau président. Je reprends la guerre de Biden. Nous n'avons rien à voir là-dedans. On se casse. Salut. C'est simple. C'était le discours de Trump. C'était la déclaration qu'il aurait pu faire, qu'il aurait dû faire, le 22 janvier, au sujet du projet Ukraine. C'est simple. La guerre de Biden, pas la mienne. Pas la mienne. Je ne l'aime pas. Mais non. Au lieu de ça, Trump a fait de cette guerre sa guerre. Il risque maintenant de perdre 2 guerres en un mandat. Est-ce qu'il y a déjà eu, dans l'histoire, un président américain qui a perdu 2 guerres en un mandat? Je ne pense pas. Et il a sorti Biden, Blinken, Sullivan, Nuland d'affaires. Impardonnable. Impardonnable. Il les a complètement déchargés de leurs responsabilités, de l'obligation de rendre des comptes pour tout le fiasco du projet Ukraine. Et Obama aussi. Il les a tous sortis d'affaires en prenant cette guerre à son compte, en la mettant sur le dos de son administration. C'était une occasion en or. Une occasion en or qu'il a complètement gâchée en écoutant des gens comme Kellogg. Donc on a le gobelin qui parle encore d'un accord de paix, d'un accord de cessez-le-feu. Peace deal, ceasefire deal. Remember, it was Keith Kellogg who came up with the brilliant freeze. Rappelez-vous, c'est Keith Kellogg qui a eu cette brillante idée de geler la ligne de front. C'était son idée. Et maintenant, on dirait que le gobelin vert remet ce plan de gel au goût du jour. Il dit que l'Ukraine travaille avec l'administration Trump et qu'ils ont élaboré une nouvelle proposition pour la paix en Ukraine, pour un cessez-le-feu. Et c'est la même proposition qu'ils ont présentée à la Russie un nombre incalculable de putains de fois. Un gel de l'actuelle ligne de front. Les troupes des 2 camps se retireraient en même temps. Ce qu'il reste du Donbass, Kramatorsk, Slaviansk, deviendrait une zone économique de libre-échange. Peu importe ce que ça peut bien vouloir dire. Et puis, le gobelin a dit que les États-Unis avaient d'autres petites choses à faire miroiter à Poutine, pour rendre l'accord plus intéressant pour lui. Vous avez proposé cela à la Russie, et je n'exagère pas. Vous avez proposé ce plan à la Russie 20 fois, 25 fois. Et à chaque fois, la Russie répond « Non, ça ne nous intéresse pas ». Je veux dire, le plan de l'Occident collectif pour le projet Ukraine s'est réduit à 2 options. Première option, tenter de piéger Poutine pour qu'il accepte un Minsk III. Deuxième option, tenter d'éliminer Poutine. Voilà leur stratégie désormais. C'est toute leur stratégie concernant le projet Ukraine. C'est tout. Donc voilà le nouveau plan, qui est le même vieux plan, et que la Russie rejettera, sans aucun doute. Mais voilà. Voilà le nouveau plan de cessez-le-feu de Zelensky. Qu'est-ce que les Américains en ont à faire d'une zone économique dans le Donbass? Pourquoi un citoyen américain, un Américain ordinaire, s'intéresserait-il à une zone de libre-échange économique dans le Donbass? Même pas dans tout le Donbass. Slaviansk et Kramatorsk. Peuple américain, nous avons une zone de libre-échange à Slaviansk et Kramatorsk. D'accord, c'est tellement ridicule. Oh là là, The Economist dit que, pendant que l'Ukraine est sous le feu, la corruption et le chaos politique abondent. Un règlement de compte est-il imminent? Je ne sais pas. Kellogg affirme que la Russie pense gagner, mais que l'Ukraine est en train de gagner. The Economist néoconservateur, de quoi parlez-vous? Donc Andy Burnham, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, le Premier ministre désigné du Royaume-Uni, dit « Il ne quitte pas Kiev les mains vides ». Bien sûr, il a cédé les plans des missiles secrets, Storm Shadow Scalp, qui seront sans aucun doute partagés et vendus partout. Alors, dites adieu aux éventuels secrets concernant les missiles Storm Shadow Scalp. Eh bien, c'est fini, non? Andy Burnham a remis les plans à l'Ukraine. Andy Burnham has handed over the blueprints to Ukraine. Ukrainians are not going to sell those blueprints for money, no. Les Ukrainiens ne vont pas vendre ces plans pour de l'argent. Non, non. Mais il ne repart pas les mains vides. Il a obtenu les données d'IA du champ de bataille. Toutes les données d'IA du champ de bataille russe, du projet Ukraine, ont été remises au Royaume-Uni. Et ça sert exactement à quoi pour le Royaume-Uni?
Vous envisagez de déployer des troupes au sol? Vous avez donc besoin de ces données d'IA? C'est ce qui se passe ici? Parce que si vous ne prévoyez pas de déployer des troupes au sol et d'entrer dans le conflit en Ukraine, je ne vois pas vraiment à quoi ces données d'IA peuvent servir. Et d'ailleurs, l'Ukraine n'a pas de données d'IA. Enfin, pas ses propres données d'IA. Ce sont les données d'IA des États-Unis, de l'OTAN. Parce que nous savons que l'OTAN et les États-Unis dirigent les opérations depuis l'Allemagne, depuis le début, depuis le centre de commandement en Allemagne. Et quelles que soient les données d'IA qui sont... Waouh, c'est bien. Wow, it's nice. I'm kind of surprised how nice it is. Je suis assez surpris de voir à quel point c'est gentil. Quelles que soient les données d'IA qu'ils ont, elles proviennent des États-Unis. Si le Royaume-Uni voulait les données d'IA russes issues du champ de bataille, il n'avait pas besoin d'aller en Ukraine pour les obtenir. Il pouvait simplement appeler les États-Unis et peut-être que les États-Unis les auraient transmises au Royaume-Uni. Ou peut-être pas. Mais il fallait bien donner l'impression que Burnham obtenait quelque chose, non? Il ne pouvait pas laisser Burnham aller à Kiev, remettre la recette ultra secrète des missiles Storm Shadow et repartir les mains vides. Alors il fallait lui donner quelque chose. Ils ont donc inventé cette histoire de données d'IA. Moi, j'obtiens les données d'IA, et vous, vous obtenez les plans des Storm Shadow. Et à quoi vont servir à l'Ukraine les plans des Storm Shadow? Le Royaume-Uni et la France ne sont pas capables de fabriquer des missiles Storm Shadow et Scalp à grande échelle. Alors pourquoi qui que ce soit croit que l'Ukraine va fabriquer des Storm Shadow et des Scalp à grande échelle sur son propre territoire? C'est une pompe à fric. C'est une arnaque. C'en est une arnaque. Vous imaginez l'horreur de Zelensky quand il s'assoit avec Burnham à Kiev. Burnham est assis en face de lui, à une table dans le palais de Zelensky, et Burnham a une enveloppe. À l'intérieur, il y a les plans secrets du Storm Shadow que Burnham va remettre au Gobelin Vert. Mais le Gobelin Vert pense sans doute que dans cette enveloppe, il y a de l'argent. Ouais. Voilà, Monsieur le Président, ce que vous attendiez. Ah, combien d'argent il y a là-dedans, Monsieur Burnham? 10 milliards de dollars? 20 milliards de dollars? De quel montant est le chèque dans cette enveloppe? Qu'en pensez-vous, Podolyak? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je dirais 20 milliards de dollars? Un chèque de 20 milliards de dollars dans cette enveloppe. Et puis, Zelensky ouvre l'enveloppe et voit ses plans de missiles Storm Shadow. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette merde? Ce sont les plans des Storm Shadow, Monsieur le Président. Je m'en fous de vos plans de Storm Shadow. C'est un missile de merde. Je veux de l'argent. Il est où l'argent? Il est où le chèque? Il est où le chèque? Donnez-moi votre bague. Donnez-moi votre bague, Monsieur Burnham. Donnez-moi votre collier. Enfin bref. Nous avons la guerre commerciale avec le Canada, qui j'imagine a officiellement commencé. Enfin, en quelque sorte. Ah, au fait, avant que j'oublie, le Kremlin a aussi réagi au fait que le Royaume-Uni ait remis les plans secrets des missiles Storm Shadow. Et la réponse de Peskov à tout cela, c'est que le Royaume-Uni est absolument parti à cette guerre. C'est ce qu'a dit Peskov. Ce n'est pas bon si vous êtes britannique. La Grande-Bretagne participe à cette guerre aux côtés du régime de Kiev. C'est ce qu'il a dit après les données d'IA et les plans des Storm Shadow. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne? Qu'est-ce que les Britanniques retirent de toutes ces absurdités? Ils y gagnent quoi? Une guerre avec la Russie. Parce que, jour après jour, le message du Kremlin est, sans aucun doute, qu'ils considèrent le Royaume-Uni. Honnêtement, ils ne disent pas d'un autre pays du bloc occidental collectif. Ils disent que le Royaume-Uni est parti à cette guerre aux côtés d'autres pays de l'Occident collectif. Ils disent qu'ils aident l'Ukraine ou qu'ils continuent de l'aider, enfin bref.
Mais le Kremlin dit désormais très clairement que le Royaume-Uni est dans cette guerre, qu'il en fait partie. Et si j'étais la Grande-Bretagne, je serais mort de trouille. Mais il continue d'aller de l'avant, comme s'il voulait cette guerre. C'est l'impression que ça donne. Comme si l'establishment britannique voulait être partie à ce conflit. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre quel est leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Je veux dire, l'establishment britannique, j'imagine que je vois ce qu'il peut y gagner. Mais le peuple britannique ne gagne rien à tout ça. Absolument rien. Il y perd. Il y perd gros dans toute cette affaire. Passons donc au Canada. Et on a en quelque sorte le début de la guerre commerciale. Trump a publié sur Truth Social que les droits de douane de 50% entreront en vigueur en janvier 2027. C'est pour ça que je dis, ça commence, en quelque sorte. Dans un long message sur Truth Social, Trump a écrit, en majuscule, « Nous n'avons pas besoin du Canada, c'est eux qui ont besoin de nous. » Puis il a annoncé que, le 1er janvier 2027, les sanctions, les droits de douane, pas les sanctions, les droits de douane. C'est pareil, les deux faces d'une même pièce. Les droits de douane entreront en vigueur, 50%. Et Trump s'est aussi accroché avec Doug Ford. Ils se sont renvoyés coup pour coup. Doug Ford parlait de son cul et de la façon dont Trump pouvait... Je crois qu'il a dit que Trump pouvait lui embrasser le cul. Il a beaucoup de biens immobiliers dans son cul. Je ne sais même pas ce qu'il disait. Il parlait de son cul. I don't even know what he was saying. He was talking about his ass. I don't know. And now Trump can... Je ne sais pas. Et maintenant, Trump peut l'embrasser. Et Trump n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça du tout. Il a même écrit dans une publication sur Truth Social, une autre longue publication sur Truth Social, que c'était le coup de bluff de Doug Ford. Le coup de bluff de Doug Ford, qui est le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, mais qui est surtout connu comme le frère moins charismatique, moins intelligent et globalement moins impressionnant du regretté et grand Rob Ford. Donc, il a mis Trump en colère avec ce commentaire. Les choses s'intensifient donc dans cette guerre commerciale, mais on n'y est pas encore tout à fait. Il reste encore quelques mois, et ça veut dire qu'il reste quelques mois pour qu'un accord quelconque puisse finir par être trouvé. Voilà pour cette mise à jour, et nous pouvons maintenant passer à notre monde de clowns. Et... Clown World. And... in today's Clown World, we got so many Clown Worlds today. Et voici le monde des clowns d'aujourd'hui. On a tellement de mondes de clowns aujourd'hui. C'est assez impressionnant le nombre de mondes de clowns qu'on a aujourd'hui. Mais on va commencer par le plus gros. Ah, on a aussi des nouvelles de l'Arménie et de Pachinian, avant d'en venir à notre monde de clowns. Une bonne transition vers notre monde de clowns. Pachinian a déclaré que l'Arménie allait entamer le processus pour entrer dans l'Union européenne. Aucun calendrier, aucune échéance, rien de ce genre. Il a simplement dit qu'ils allaient commencer le processus, quoi que ça veuille dire. Vous voyez les poissons? Oh, regardez tous ces poissons. Regardez-les partir. Donc oui, l'Arménie va entamer le processus pour entrer dans l'Union européenne. La fin de l'Arménie. Pachinian a mené l'Arménie à sa fin. Rien ne dit mieux Europe que l'Arménie. Enfin bref, voilà Pachinian. Anyway, that's Pachinian. Let's get back to our clown world. And we start things off with the big one. Revenons à notre monde de clowns. Et on commence par le gros morceau. Annalena 360. Son mandat de présidente de l'Assemblée générale des Nations unies arrive à son terme. Ce mandat touche à sa fin. C'est un mandat d'1 an. Et tout le monde se demande, que va faire Annalena 360 ensuite? Eh bien, il semble qu'elle va devenir professeure à l'Université Columbia. Nouveau poste à New York. Annalena Baerbock devient professeure, selon le média allemand Weltwoche. J'ai cherché à savoir ce qu'elle allait enseigner, mais je ne suis pas vraiment sûr. Les mathématiques, la géométrie, je devrais probablement devenir l'un des étudiants d'Annalena. Hier, j'ai dit que passer de 0 à 4, c'était une croissance de 400%.
Donc je devrais probablement suivre le cours de maths d'Annalena Baerbock. So I should probably take Annalena Baerbock's math class. You see, the more I do these reports, the dumber I get. Vous voyez, plus je fais ces reportages, plus je deviens idiot. Une partie de l'intelligence d'Annalena a déteint sur moi. Enfin bref, la professeure Baerbock. C'est ça, mon monde de clown. La professeure Baerbock. Oh mon Dieu, Columbia, ce n'est pas une université de l'Ivy League. Sérieusement, Columbia? Sérieusement? Vraiment? Qui d'autre enseigne à Columbia? Newland? Newland est à Columbia, je crois qu'elle est à Columbia. Hillary Clinton est professeure à Columbia. Enfin bref, Columbia, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Annalena Baerbock. Le premier cours d'aujourd'hui, c'est de la géométrie, des mathématiques. 360 degrés. Aujourd'hui, nous allons parler du char Léopard. Vous voyez, l'Allemagne fabrique peut-être le char Léopard, mais quand on le donne à l'Ukraine, il devient un char ukrainien. Oh là là, comment échapper aux drones à Odessa? Oh boy. How to evade drones in Odessa. Remember when she was in her high heels and had the photo built? Je me souviens quand elle était en talons hauts et qu'elle a fait sa séance photo. La photo d'Annalena en train de courir avec ses talons hauts, alors qu'ils prétendent que les Russes voulaient la voir. On la voit, en talons hauts, en train d'échapper aux drones. Et elle a sauvé la vie de tout le monde. Bon. Bref, ça suffit avec ça. Le numéro 2 du monde des clowns, c'est Stubbity Stubb. Lors de l'événement sur l'Ukraine, celui pour la fête de l'indépendance, Stubb a dit que frapper Wildberries était le seul moyen de forcer la Russie à négocier. D'accord, Stubb, c'est tout à fait logique. On va attaquer leur entrepôt de commerce en ligne, et ça va les forcer à négocier en attaquant leurs entrepôts de commerce en ligne. Parce que toutes les guerres se gagnent en attaquant l'entrepôt de commerce en ligne. D'accord. Stubbity Stubb, tout le monde. Okay. Stupidity Stube, everybody. Oh my God. Oh mon Dieu. Et maintenant, passons à Takaichi, au Japon. Vous voyez un schéma chez tous les élèves de l'École mondiale de l'Union européenne? Vous voyez un schéma là? Vous comprenez pourquoi ils s'entendent tous si bien. La Takaichi japonaise est selon le Telegraph britannique. La première ministre japonaise. Je me sens tellement seule que je me suis liée d'amitié avec un cafard. Une dirigeante connue pour travailler de longues heures partage son sentiment d'isolement dans des publications sur les réseaux sociaux. Alors, j'aurais pu faire des blagues très méchantes avec ce titre. Je me sens tellement seule que je me suis liée d'amitié avec un cafard. Je vous laisse, à vous les gars dans les commentaires, trouver les blagues pour celle-là. Je me sens tellement seule que je me suis liée d'amitié avec un cafard, dit Takaichi, parce qu'elle travaille tellement dur, n'est-ce pas? Elle travaille tellement dur. Et j'imagine qu'il y a des cafards dans son bureau, j'imagine. Non, il y a un cafard dans son bureau, et elle est devenue amie avec ce cafard. Mais je vous laisse tous gérer ce titre-là. Bref, Al Jazeera a un titre. Les États-Unis retirent la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme. Pourquoi est-ce un monde de clowns? Mon dernier monde de clowns. Eh bien, parce qu'on sait maintenant ce qu'il faut faire pour être retiré de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Il suffit d'embaucher un terroriste. Embaucher un terroriste, Al-Jalani, pour être retiré de la liste des pays terroristes. C'est tout ce qu'il a fallu. Au final, c'est tout ce qu'il a fallu à la Syrie. Comment est-ce qu'on sort de cette liste américaine du terrorisme? Comment est-ce qu'on sort de cette liste des organisations terroristes? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait nommer Al-Jolani, le décapiteur d'Al-Nosra, de HTS et de Daesh, président. Voilà, c'est fait. Vous êtes retiré de la liste. C'est tout pour cette vidéo tout le monde. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique The Duran, prenez quelques produits dérivés, comme ce que je porte dans cette vidéo, et retrouvez-nous sur Substack. Si vous ne recevez pas les notifications pour mes vidéos, celles d'Alexander ou celles de The Duran, abonnez-vous simplement à notre Substack.
Le lien est dans la description ci-dessous. Et vous recevrez à 100% les notifications chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Explosez ce bouton j'aime. Anéantissez le hype. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Everybody tomorrow. Take care.